Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Alors, dramaturge, romancier, essayiste, cinéaste, normalien, membre de l'Académie Concours. Vous êtes aussi traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays. Vous êtes l'un des auteurs les plus lus et les plus joués dans le monde. Et vous publiez La Porte du Ciel chez Albin Michel, le deuxième tome de la traversée des temps, une saga unique en son genre qui raconte l'histoire de l'humanité. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, comment est née l'idée de cette saga ? Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans ce projet, on va dire, pharaonique ? Oui, on n'est pas encore au 3e tome qui sera en Égypte, mais c'est déjà pharaonique. Et là, on est en Mésopotamie. Hein. Voilà. Écoutez, c'est une illumination comme ça que j'ai eue à l'âge de 25 ans, lorsque j'avais achevé mes études de philosophie et que je commençais à enseigner à l'université. Et je me rendais compte de la force du roman par rapport aux études que j'avais faites. C'est-à-dire que le roman avait la force de rendre présent ce qui avait disparu. Et je me suis dit, un roman qui raconterait les grandes strates de l'humanité, les moments où l'humanité bascule et dessine un nouvel horizon et emprunte un nouvel horizon, ça serait un roman merveilleux. Et tout de suite venu l'idée de mon personnage Noam, immortel, 25 ans, qui traverse les temps. Mais donc, voilà. Alors justement, je vais vous interrompre 20 secondes. Donc, vous imaginez ça il y a 35 ans ? Oui. Hein, Noam avait 25 ans, oui. Vous aviez 25 ans, oui. C'est un peu vous ? Oui, c'est très fraternel. Oui, ouais. Oui. Je lui ai prêté beaucoup de mes traits. C'est-à-dire qu'il est curieux. Moi, je suis une curiosité sur pattes. Il est bienveillant. Il est dans l'ouverture, dans l'accueil. Il est sensuel. Et il est amoureux. Et on va parler de tout ça un peu plus tard, mais d'abord, cette saga, il faut considérer que c'est votre grande œuvre ? Pour moi, oui. Après, on pourra rigoler et dire, c'était que ça. Mais oui, tout ce que j'ai écrit avant, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon attention. Mais en même temps, j'ai toujours considéré comme un travail préparatoire pour être prêt, pour avoir assez de souffle romanesque pour pouvoir mener comme ça un roman de 5000 pages. Le roman de 5000 pages, 35 ans de gestation. Pourquoi le choix d'une saga aussi longue ? Et puis, est-ce que ça vous donne pas le vertige de vous dire que c'est un projet qui va encore durer chez vous, pour vous, une dizaine d'années ? Je me suis donné 10 belles années de vie. Ouais. Parce que je sais que je serai pas malade, je serai complètement affûté pour ce travail. Mais bien sûr, parfois j'ai le vertige parce que, mais en même temps, je me suis préparé à ce vertige. Mais vous savez, une vie, ce sont des projets, et ce projet-là, c'est 30 ans de lecture, 30 ans de réflexion, et puis 30 ans à travailler mon art de romancier aussi pour pouvoir. Parce que les lecteurs me disent, je l'ai lu en 2 jours, 600 pages en 2 jours. Je fais un grand sourire pour dire parce que ça me fait plaisir, et en même temps au fond de moi je me dis mais moi j'ai mis des années et lui il met 2 jours. Est-ce qu'il a tout compris, celui qui vous dit l'aller en 2 jours ? Sûrement, c'est simplement voilà le travail de fluidité. Vous savez, c'est plus facile de faire compliqué que de faire simple. La différence entre la simplicité et le simplisme, c'est que le simplisme c'est l'ignorance des difficultés, la simplicité c'est la résolution des difficultés. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps d'arriver à donner le sentiment de l'évidence, et quand les gens me disent qu'ils ont eu ce sentiment d'évidence et qu'ils ne lâchent pas le livre, je me dis voilà, j'ai donc réussi mon travail. C'est une victoire quelque part, voilà. Une grande satisfaction en tout cas. Hein. Et alors, le fait d'écrire une saga aussi longue, 8000 pages, 10 ans de travail, 35 ans de réflexion, c'est quoi ? Pour vous, c'est une preuve chez vous, une preuve d'optimisme, de volontarisme ou de mégalomanie ? Alors, mégalomanie, ça me gênerait pas du tout. Je mettrais plutôt le mot ambition. Qu'est-ce que c'est l'ambition ? C'est de vouloir aller au-delà de sa paresse et au-delà de ses facilités. Et moi, j'ai beaucoup de facilité, mais j'ai aussi beaucoup de paresse. Et paresse, pour avoir écrit autant de livres, les avoir fait publier dans autant de pays, la paresse, c'est pas tout à fait ça. Hein? Mais je suis un paresseux qui se contrarie parce que je sais que je suis doué, et donc il faut pas trop que je me repose sur mes dons, et donc voilà. Donc je suis très content d'avoir ajouté un énorme travail aux facilités que j'ai, parce que moi j'ai fait des études absolument les doigts dans le nez sans vraiment travailler. Vous êtes arrivé combien à la sortie à l'entrée de Normal Sup ? À l'entrée, j'ai perdu des places à l'oral. À l'époque, j'étais pas bon à l'oral, j'étais 15e. 15e ? Oui. Bon, c'est pas mal déjà, 15e, hein, 15e sur une soixantaine
65, 70 places. Oh, 42. 42, donc c'est bien. Et d'où vous vient cet appétit littéraire, Éric Emmanuel Schmitt? Oh, de la première fois. Mes parents avaient déménagé, j'étais seul au milieu de la campagne, de la forêt, des bois. Mes parents avaient fait construire une maison et j'avais perdu tous mes camarades, tous mes amis. J'avais 8 ans, je suis descendu dans la bibliothèque de mon père, j'ai tiré un livre qui avait une belle couverture. C'était Les Trois Mousquetaires. Et après, ça n'a plus arrêté, vous n'avez plus arrêté de lire. J'avais 4 amis pour la vie et j'ai jamais arrêté de lire. Parce qu'il faut dire à nos auditeurs qui nous écoutent, qui ont des enfants ou des enfants qui nous écoutent, ce qu'il y a de plus important peut-être dans la vie d'un homme, c'est la lecture. Parce que ça a une fonction existentielle, civique, sociale. C'est-à-dire que la littérature, c'est ce qui permet de pratiquer l'empathie. Or, on sait très bien que, par exemple, un serial killer, c'est un être totalement dépourvu d'empathie, qui se met jamais du point de vue de l'autre. À quoi nous incitent les histoires? À toujours nous mettre du point de vue du héros qui est en train de vivre l'histoire. On devient un homme, on devient une femme. Quand je lis un roman japonais, je suis japonais. Quand je lis un roman russe, je suis russe. Quand je lis un roman écrit par une femme, je deviens une femme. Et vous pouvez devenir criminel quand vous lisez un roman policier? Et même oui, et même parfois en écrivant. Un de mes livres les plus lus, c'est La part de l'autre, c'est sur Adolf Hitler. J'ai fait l'épreuve d'essayer d'imaginer ce qu'aurait été Adolf Hitler s'il était devenu peintre et non pas le salaud que l'on sait. Mais je me suis mis dans la tête d'Hitler. Je peux vous dire que c'était un voyage assez désagréable. Et alors, est-ce que c'est vrai d'ailleurs que vous êtes aussi amoureux du sport? Vous êtes un grand écrivain, un homme de théâtre. Est-ce que c'est vrai que vous êtes aussi amoureux du sport? Non, c'est-à-dire j'ai le sport dans mes gènes plutôt que dans mes pratiques. Par vos parents? Voilà, je suis fils de sportif. Ma mère était une grande championne et j'ai commenté les Jeux Olympiques à Rio 2016, pour l'athlétisme. 2016. Oui, non, moi je marche, je nage, mais mes parents ont fait du sport pour moi. Et donc c'est une fable. On dit pour vous le sport c'est aussi important que l'écriture. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Par contre, la mentalité du sportif est une mentalité qui me sert dans l'écriture, puisque mes parents m'ont appris ce que savent les sportifs, c'est-à-dire qu'en s'entraînant, on pousse ses qualités plus loin, on déplace ses limites. C'est-à-dire ils m'ont appris à faire du temps mon ami plutôt que mon ennemi. Et par exemple pour ce grand projet d'écriture, la traversée des temps, c'est vrai que m'entraîner pendant 30 ans, y réfléchir, repousser mes limites, est quelque chose qui m'a permis de le faire. Alors, vous entraînez comment? Vous entraînez en écrivant? Oui. En lisant? En réfléchissant? En rêvant, en lisant, en écrivant. En échangeant avec les autres? Oui, mais surtout en lisant. Bien sûr, parce qu'il faut, je dirais, les bibliothèques sont des mines de trésors et on a des intellectuels. En lisant les classiques ou en lisant les auteurs contemporains, ou les deux peut-être? Alors je vais vous dire la vérité. Ouais. Je ne lisais. Enfin, en relisant les classiques plutôt. Alors la vérité, c'est que je lis les contemporains et que je relis les classiques. Voilà. Je lis beaucoup mes contemporains puisque je suis un des 10 membres du jury Goncourt. Donc vous avez beaucoup de livres à lire. Voilà. C'est combien de livres à lire? C'est une centaine, 150 livres à lire sur l'année, oui. Sur l'année, Oui, bien sûr. Ouais. On se répartit les choses, mais c'est vrai que c'est un vrai temps de lecture bénévole. Je tiens toujours à le rappeler. On prend avec quelques bons repas. Ouais, voilà, c'est vrai. Le premier mardi chaque mois, un très très bon repas. Et puis le bonheur, c'est vraiment d'être avec 9 autres passionnés de littérature et de parler des livres des autres, jamais des nôtres, et d'avoir le pouvoir, parce que c'est un pouvoir extraordinaire des jurés Goncourt, de mettre la lumière sur les talents. Et alors là, justement, on va juste une petite question collatérale. Le dernier concours. Ça a été un plaisir pour vous de remettre cette distinction et de lire le livre d'ailleurs. Alors d'abord, on l'a donné à un livre. On l'a donné à un livre ce concours parce que le livre est très beau et l'auteur est quelqu'un qui investit la langue française d'une façon absolument magistrale, comme un musicien et à la fois comme un philosophe. Donc c'est un très 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 jeune beau livre. Africain. Et après, on se rend compte, entre guillemets, qu'on a voté pour un jeune africain d'origine étrangère, étranger et sénégalais. Et je trouve qu'une grande langue, c'est une langue qui sait accueillir. Et le français, c'est une grande langue puisque ce français attire des poètes, des romanciers, des intellectuels du monde entier pour s'y exprimer, pour y faire leur œuvre. Et c'était très important pour moi, comme bénéfice secondaire, de dire oui, la langue française est grande parce qu'elle est capable de porter la pensée de gens qui sont nés ailleurs, qui ont une autre identité. Et c'est un symbole aujourd'hui. On parlera de l'actualité peut-être en fin d'émission. Bien sûr, c'est tout le contraire des horreurs qu'on entend. C'est-à-dire préciser les choses. Parce qu'il s'est déclaré cette semaine de monsieur Zemmour, vous parlez de Zemmour. Voilà, celui dont on ne dit pas le nom. C'est le contraire de Zemmour.
C'est le contre-exemple. C'est la France, en fait. C'est ça. La France, c'est une histoire. Ce n'est pas une essence. Personne n'est essentiellement français. Ce n'est pas une nature d'être français. C'est participer d'une histoire. Quand on se réclame du gaullisme, Charles de Gaulle, il concevait la France comme une histoire. Et donc une histoire qui est faite de mouvements de population. Le contraire de Pétain. Hein. Exactement. En tout cas, c'est pas la même histoire. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure. Alors, vous aimez rendre aussi le savoir accessible à tous. Est-ce à dire que vous êtes un auteur humaniste, un écrivain des Lumières? Humanisme, ça c'est, je revendique totalement le terme, c'est-à-dire que pour moi, la condition humaine est la même pour tous les hommes, à tous les âges et dans toutes les spiritualités. C'est-à-dire c'est une condition d'un être vulnérable, fragile, qui a un temps de vie limité, qui est habité parfois par le désir de transmettre cette vie et qui traverse la vie avec plus de questions que de réponses. Donc ça, je pense qu'on l'a tous en commun. Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire que l'expérience du succès dans plusieurs pays, c'est aussi la confirmation expérimentale de cet humanisme. C'est-à-dire que quand je suis dans une salle à Tokyo, à New York ou à Oslo, et que je vois que c'est les mêmes passages qui provoquent l'émotion, qui provoquent le rire, etc. Alors qu'ils sont traduits dans une autre langue que le français. Oui, et ils sont dans une autre culture. Donc c'est là qu'on se rend compte que oui, on partage. Donc humaniste, ça me paraît essentiel, oui. Et alors un écrivain éclairé? Il se trouve que moi, j'ai écrivain des Lumières. Oui, moi, si je devais choisir un siècle, je choisirais le XVIIIe siècle, ou alors le IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Ouais. J'hésite. Mais bien sûr, moi, j'ai fait ma thèse d'ailleurs sur Diderot. J'étais académiquement spécialiste de la philosophie française et anglaise du XVIIIe siècle. Et oui, la transmission des connaissances. On va parler justement de la transmission parce que c'est lié aussi à votre livre, Noam, les transmissions des millénaires d'histoire, l'histoire de l'humanité. Alors, vous avez beaucoup écrit sur le bien vivre ensemble, sur le partage intercommunautaire, le besoin d'amour universel, la traversée des temps, c'est un peu ça? C'est ça aussi? Oui. C'est voir à la fois ce qui nous constitue tous et ce qui nous différencie. Mais partir de ce qu'on a en commun pour après peut-être accepter les différences et puis après en condamner certaines parce que je suis dans la bienveillance mais je suis après dans le jugement. Alors on parle de votre livre La Porte du Ciel, second tome de 8 tomes, 8000 ans d'histoire et quelques 5000 pages. D'ailleurs, où vous en êtes pour l'écriture de la suite? Vous savez, vous avez déjà écrit le prochain tome ou pas? J'ai fait le plan des 8 tomes, et je suis en train d'écrire le 3e. Le 3e. Donc, ça sera pour septembre prochain, on parle. Et alors, ça veut dire, quand on écrit une somme pareille, ça veut dire que vous qui êtes homme de théâtre, même de cinéma, c'est fini pour vous, ça? Le théâtre, le cinéma? Le cinéma, c'est fini, oui. On me propose de faire des films et je dis non, parce que je peux pas consacrer plusieurs mois à un film. Le théâtre, je peux toujours arriver à glisser le temps d'écrire une pièce. Vous avez une pièce qui joue en ce moment, à Paris. J'ai Le Visiteur qui se joue au Théâtre Rive Gauche avec Sam Carman et Franck Desmet. Donc, je suis très, très heureux. Il y en a d'autres qui vont arriver. J'en ai écrit d'autres qui arriveront l'année prochaine. Je trouve toujours le temps d'écrire une pièce de théâtre, parce que c'est le théâtre est l'arbre sur lequel naturellement je chante et je me pose absolument pas de questions quand j'écris une pièce de théâtre. Et vous dormez combien d'heures par jour? Mais moi je dors très bien justement, c'est ça mon secret, c'est que je dors comme un enfant, il me faut mes 8 heures, mais après je suis concentré du matin au soir. Alors est-ce que c'est vrai que le livre de Yuval Noah a renforcé chez vous l'envie d'écrire cette histoire romancée de l'humanité? C'est vrai ou pas? Non, j'ai adoré ce livre, mais j'ai encore plus adoré son succès. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, il a raison. Lui, c'était une brève histoire, vous, c'est une très longue histoire. Non, mais c'est-à-dire qu'il a raison de mettre la barre haut et de s'adresser aux gens en leur disant, voilà, on va essayer de penser plusieurs millénaires d'histoire. Les gens ont suivi. Moi, les auteurs qui ont de l'ambition pour le public et qui rencontrent le public, leur succès me réjouit. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Mais oui. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose entre vous et le public, hein. Oui. Et ça veut Quand dire on a vendu 22 millions de livres, il s'est passé quelque chose. Oui. Et dans le monde entier. Oui, mais parce qu'il faut pas prendre des gens pour des cons. Ce que je veux dire, il y a aussi des gens qui ont le même résultat, si vous voulez, de vendre de livres, mais en écrivant des... Et puis il faut peut-être pas avoir la grosse tête. Mais
ce qui compte, c'est d'avoir de la considération pour le public. Et le succès de Harari, moi, m'a réjoui parce que je me suis dit, voilà, quelqu'un qui aurait dû tirer à 500 exemplaires et qui a vendu des millions de livres dans le monde. Je m'en réjouis. Après, le livre m'a passionné. Après, j'ai découvert qu'on avait les mêmes lectures souvent dedans. Et puis après, il y a ces hypothèses qui sont les siennes. D'ailleurs, certaines auxquelles je répondrai au fur et à mesure des tomes que j'écris. Mais merci d'avoir été là. Et alors, votre livre, La Porte du Ciel. Est-ce que pour vous, c'est quelque part le projet d'approcher l'essence de la nature humaine, ce livre et les autres? C'est plutôt l'essence de la civilisation humaine. C'est-à-dire comment justement on dérive de la nature, comment on la quitte pour inventer un autre monde qui est le monde humain. Et c'est vrai que dans le deuxième tome, La Porte du Ciel, qui succède à Paradis perdu, qui se passait au Néolithique, où là l'homme était complètement dans la nature, là on entre dans la première civilisation, ce qu'on appelle la première civilisation de l'histoire, parce que il y a l'écriture. Et surtout, il y a aussi la science, la technique, la Mésopotamie. Et surtout, c'est l'invention de la ville. Et Noam, mon héros, va découvrir les premières villes du monde avec l'étonnement que pouvait avoir un homme, Céline arrivant à New York dans les années 20-30, ou nous, quand on arrive à Dubaï ou dans certaines villes de Chine. Il est absolument ahuri de découvrir ces cités mésopotamiennes et de découvrir la nouvelle condition des hommes, puisque tout d'un coup, les hommes se sont éloignés de la nature. Ils ne chassent plus, ils ne cueillent plus. Certains sont encore au champ, mais c'est pour les autres. Certains font de l'élevage, mais c'est pour les autres. Et il y a des hommes qui ne touchent plus la terre, ils vivent dans un monde totalement minéral. C'est le début du monde moderne, quelque part? Complètement. Complètement. Alors, Noam, on va parler de la Mésopotamie ailleurs, après. Mais d'abord, Noam, il nous entraîne dans à travers ce second tome, dans le cœur de la civilisation mésopotamienne. Le prénom de Noam renvoie à Noé, et donc au début de l'humanité. La vie est brève, mais l'histoire de l'humanité est longue, très longue. Pourquoi avoir créé d'abord un héros immortel? Une raison pratique, une raison philosophique. Une raison pratique, il me fallait un héros qui traverse les temps. Voilà. Et je me suis dit, ça sera pas un immortel comme on les présente toujours, c'est-à-dire un monstre, genre vampire, etc. Ça va être un frère humain. Un frère humain un être bon. Oui, à qui il arrive quelque chose d'incroyable, il reste fixé à 25 ans. Et la deuxième, c'est une raison philosophique, je pense que j'écris aussi ce long roman pour apprivoiser ma propre mortalité et engager le lecteur à apprivoiser lui aussi sa mortalité. Plus j'écris le livre, plus je me rends compte que c'est une horreur d'être immortel. Ouais, parce que même quand on est à l'Académie française. C'est factice comme immortalité. C'est une horreur d'être immortel parce que qui dit fin de la mort dit fin de la naissance. Mais j'avais envie de vous demander aussi une chose. Est-ce que l'immortalité, c'est pas aussi écrire? Puisque l'écriture, bien sûr. C'est-à-dire l'écriture reste après vous, je veux dire. L'écriture est, comme disait Malraux, un anti-destin, c'est-à-dire quelque chose qui permet de lutter contre l'éphémérité, contre la vulnérabilité, le court temps d'existence. Et effectivement, les hommes inventent l'écriture et assez vite, les rois vont inscrire leur nom sur la pierre pour se survivre au-delà de leur survie matérielle. Et donc, il y a dans l'écriture évidemment une ambition de rompre le temps humain pour entrer dans un autre temps. Mais ce n'est pas l'immortalité. C'est pas l'immortalité. C'est le désir d'immortalité. Ah voilà, le désir d'immortalité. Et c'est quoi votre définition de l'immortalité ? L'immortalité, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de très très difficile à penser. En tout cas, pour le cas de mes héros, ce n'est pas l'éternité. L'éternité, c'est être dans le temps. C'est plutôt la perpétuité, c'est-à-dire demeurer sans faillir, sans mourir. Ça va être le cas de mes héros, puisqu'il n'y a pas que Noam. Et bien, on va découvrir que c'est épouvantable. De traîner toujours les mêmes questions à perpétuité, d'ajouter des chagrins. Avec des réponses qui évoluent en fonction des époques, mais qui sont jamais définitives. D'accumuler les chagrins, les pertes et les disparitions, parce que lui ne meurt pas, mais les autres meurent autour de lui. Je pense que le changement d'état peut être, c'est-à-dire la mort, peut être véritablement quelque chose que les hommes finissent par souhaiter. Bien sûr, individuellement, on n'en a pas envie. Moi, je suis pas prêt. La mort des autres est une chose qui m'est insupportable. Mais c'est ce qui est le plus terrible, la mort des autres. Bien sûr.
mais surtout si elle vient trop tôt, mais traverser indéfiniment le temps me paraît véritablement une condamnation. Alors, vous avez l'habitude de dire que vous êtes un agnostique croyant. Oui. Éric Emmenez-Schmitt. Ce livre, c'est aussi une part de vous au niveau spirituel. Bien sûr, on écrit toujours à partir du lieu où l'on est. Mmh. Et moi, je suis un agnostique croyant et j'aime bien que vous releviez les deux termes qui normalement ne vont pas ensemble. Mmh. Agnostique. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs agnostique croyant? Voilà, agnostique, ça vient du grec agnosko, qui veut dire je ne sais Mais pas. Quand vous apposez les deux termes l'un après l'autre. C'est la distinction entre savoir et croire. L'agnostique dit je ne sais pas et le croyant dit je crois. Moi, si vous me posez la question est-ce que Dieu existe, je vous réponds je ne sais pas, agnostique, mais je crois que oui, croyant. Mon ami Comte Sponville, vous lui posez la même question, il va vous dire je ne sais pas, agnostique, mais je crois que non, athée. Et puis il y avait. C'est une discussion philosophique, un débat philosophique. C'est-à-dire non, c'est plus précis que ça. C'est au couteau. C'est-à-dire il faut distinguer savoir et croire. Un savoir, c'est ce qui est transmissible. Une croyance, c'est intransmissible, c'est un témoignage de l'âme, ou c'est le résultat d'une expérience vécue. Et il faut pas les distinguer. Et ça me paraît très très important de pouvoir être moderne et dire aujourd'hui je crois, sans passer pour un con et s'exclure du domaine du savoir. Moi, le savoir me passionne et je suis un amoureux des sciences et de toutes sortes de recherches. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'avoir à l'intérieur de moi plus qu'une raison qui sait, mais un cœur qui croit. Alors, si vous avez choisi comme héros Noam un personnage immortel de 8000 ans, est-ce que c'est une manière de dire aussi que le sens de la vie, c'est aussi et peut-être la transmission? Alors, je crois que effectivement, d'abord, est-ce que l'essence de la vie c'est la transmission? C'est ce que je pense. Nous sommes en vie pour transmettre de la vie. Alors après, on pourrait dire que ça peut être la vie au sens matériel, c'est-à-dire créer d'autres êtres humains, mais ça peut être aussi transmettre des valeurs, une éducation, un savoir. On peut transmettre, mais l'être vivant, c'est un être qui se sent pris dans un tout de passage et qui doit essayer de jouer son rôle dans ce tout. L'individualisme forcené dans lequel nous vivons nous fait oublier cette saisie de la totalité et de notre fonction au milieu de la totalité. Alors quand on lit votre livre, on se dit que raconter l'histoire de l'humanité, c'est aussi parler de religion, de croyance, de science, de philosophie, d'histoire, de culture, peut-être aussi de politique, mais aussi d'écologie, d'environnement, de dégradation de la planète, puisqu'on le voit, de la destruction de la planète par l'humanité. C'est-à-dire que les problématiques de l'humanité ont toujours été les mêmes, notamment en matière écologique, environnementale. Non, justement, je crois que nous vivons un moment absolument unique et que c'est le propre de la conscience du 21e siècle. L'homme se dit, est-ce que l'humanité n'est pas allée trop loin? C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'humanité considère sa place sur la Terre et se rend compte qu'elle a exténué le vivant, qu'elle a puisé dans les matériaux de la Terre, qu'elle a changé les équilibres et que peut-être même elle remet en question sa survie même sur cette Terre. Ça, c'est une prise de conscience totalement nouvelle. Les hommes du passé ne l'avaient pas, tout simplement parce que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on est dans l'anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire l'anthropocène? C'est une notion de géologie. Si vous faites une carotte, c'est-à-dire si vous prélevez un échantillon de l'écorce terrestre, vous voyez des strates différentes qui correspondent à la glaciation, à la fin de la glaciation, etc., etc. Et bien maintenant, depuis les années 70, vous avez une couche où il y a des indications relatives au carbone, etc., etc., qui montrent que il y a maintenant un âge humain qui change la nature même. Ça vous rend écolo de la Terre. J'ai toujours été. Oui, toujours été. Donc l'actualité vous donne raison. Malheureusement. Mais en même temps, l'intérêt n'est pas d'avoir raison. L'intérêt, c'est d'arriver maintenant à penser un autre rapport au monde. Et moi, à travers ce livre, j'essaye de le faire. Je montre que les hommes ont occupé différemment la Terre. Parce que en disant ce que vous dites, ça veut dire que en quelques dizaines d'années, on détruit peut-être quelque part ce qui a été fait en des milliers d'années, en des millions d'années peut-être. Ce que la nature a fait en des millions d'années, en des milliers d'années, pas ce que l'homme a fait. L'activité humaine pèse lourd. Aujourd'hui, si on pesait les hommes, on les pèse,
kilos et qu'on pèse tout ce qu'ils ont ajouté d'infrastructures, de maisons, de ceci, c'est 1000 fois plus. Vous voyez la présence humaine ? C'est 1000 fois plus que les hommes. Alors, et puis la porte du ciel, donc on en parlait il y a quelques instants, plonge le lecteur donc en Mésopotamie, foyer de culture et source des premières avancées techniques et technologiques de l'humanité. C'est pas un hasard si vous parlez de ça aujourd'hui. Bien sûr, parce que on entre au 3e millénaire avant Jésus-Christ entre le Tigre et l'Euphrate, dans la civilisation qui est la nôtre. C'est-à-dire, s'invente la ville pour toujours, l'humanité détachée de la nature pour toujours, s'invente la division en classes sociales, s'invente justement des nécessités économiques qui vont contraindre des hommes à devenir les esclaves d'autres hommes, etc., etc. Mais en même temps, s'invente des choses merveilleuses, l'astronomie, et l'écriture, qui vont aussi être des instruments qui vont nous permettre d'évoluer de façon positive. Et d'éclairer l'avenir, quelque part. Oui, ce qu'il y a, c'est que quand une invention arrive, on sait jamais les horizons qu'elle ouvre. Les hommes ne le voient pas encore. Nous, avec le recul, on le voit. Et c'est l'intérêt de Noam, qui a traversé les siècles. Dans les notes en bas de page, il nous raconte ce que sont devenues les choses. Par exemple, la première fois qu'il voit du pétrole en Mésopotamie, c'est à fleur d'eau. Il voit que les paysans les ramassent et en font de la colle et du mortier et les mettent dans les cosmétiques. Puis il dit ça. Et donc pour avoir écrit tout ça, vous avez fait des recherches énormément, bien sûr. Et donc des recherches précises. Vous avez dû beaucoup lire. Pour pouvoir. Oui, parce que je n'ai pas de recherchiste, je tiens à le préciser. Ouais. J'ai pas confiance, je fais tout moi-même. Et donc on arrive à cela. Puis il y a aussi, à travers ce livre et le précédent, et les précédents, l'amour comme invariant de l'histoire. Oui. Ça, je crois que c'est ce que disait Kant, beaucoup de solutions pratiques ont une seule réponse, aimer. Et alors, je vais citer la conclusion de l'un de vos précédents livres, Poison d'amour. Donc, vous citiez Shakespeare. Amour, donne-moi ta force, et cette force me sauvera. Est-ce qu'il y a une intoxication de l'amour ou une intoxication par l'amour? De toute façon, un médicament peut être un poison, tout dépend ce qu'on en fait. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs écrit simultanément Poison d'amour et Élixir d'amour. Les deux titres se sont succédés. Tout dépend de la dose, mais surtout tout dépend de ce qu'on appelle l'amour. Voilà. L'amour, c'est pas la passion, c'est pas l'attachement irrationnel à l'autre. L'amour, c'est la connaissance lucide de l'autre et le fait de penser que sa vie a autant d'importance, sinon plus que celle de l'autre. Voilà. Et alors, votre héros noir traverse tous les temps et tous les âges. Est-ce à dire qu'à travers lui, Noam, c'est le thème du juif errant que vous avez voulu évoquer? Alors, oui et non, parce que quand on lit dans le détail, visiblement, il est juif. Bon, mais en même temps, je reviens sur les fondamentaux de l'histoire biblique, et c'est ça qui m'amuse énormément. C'est-à-dire, dans le premier tome, Paradis perdu, on voyait que Noam était Noé. Il est resté dans la Bible sous le nom de Noé. Mais là, on va tout d'un coup voir son rapport à Abraham. Et ça me permet, moi, de raconter comme ça l'histoire du premier patriarche, dont se réclament d'ailleurs les 3 monothéismes. Et ça permet de repartir au début et de voir comment, justement, les monothéismes vont interpréter l'histoire d'Abraham. Donc, moi, je crois qu'on a besoin d'éclairer le présent par le passé, ne serait-ce que pour pas faire d'erreurs, surtout pas faire d'erreurs historiques ou bibliques. Je crois que c'est bon de retourner dans les fondamentaux de l'histoire. Alors moi, je m'amuse, je jubile. Fondamentaux de l'histoire, fondamentaux de l'humanité. Et de l'histoire de l'humanité, c'est ce que vous faites. Parce que par exemple, ce que je montre dans La Porte du ciel, c'est que Abraham et les premiers patriarches, ce n'est pas la modernité, c'est une réaction à la modernité. C'est une réaction à la ville, à Babel, à ce monde qui devient purement minéral, où on entasse de l'argent, où on crée des divisions sociales, où on met en esclavage certaines personnes. En face, les pasteurs nomades dirigés par Abraham disent non, la terre n'appartient à personne. Une vie réussie. C'était des marxistes, hein? Ben oui, et des marxistes, des anarchistes, tout ce que vous voulez. Mais il y a des courants. Des révolutionnaires. Il y a des courants dans l'histoire. Non, c'est-à-dire, c'était une réaction à la modernité pour dire, non, une vie réussie, ce n'est pas l'accumulation de trésors et de richesses, c'est le respect de certaines valeurs. Et donc,
ce judaïsme, par exemple, a des racines beaucoup plus profondes dans le passé de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, alors que la modernité qu'inventent les villes mésopotamiennes se coupe de ces racines. Souvent, on présente les choses exactement inverses en disant, vous regardez, les Hébreux, c'est la modernité de la pensée. Non, je dis au contraire, c'est la pensée enracinée dans une expérience millénaire. Donc, pensée enracinée dans une expérience millénaire. Noah, qui est né sous les ordres de Dieu, sous les ordres de Dieu, a bâti donc une arche afin d'échapper au déluge. Cette parole biblique, après moi le déluge, symbole quelque part de l'égoïsme, du non-respect de l'ordre et de l'avenir de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas justement un contre-exemple, un contre-modèle à ne pas suivre? Après moi le déluge. Oui, mais enfin tout dépend comment. Oui, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus dire après moi le déluge, parce que le déluge, il est presque là, quoi. Donc, on enfonce une porte ouverte quand on dit après moi le déluge, parce qu'il s'annonce. Non, c'est la pensée d'aujourd'hui, ça doit être comment éviter le déluge, c'est-à-dire comment éviter la destruction de l'homme par l'homme. Mais c'est peut-être plus la destruction de Babel qui serait une bonne image, pour prendre des images bibliques, que celle du déluge. Parce que le déluge est donné soit comme un énervement de Dieu, une punition de Dieu, soit comme un caprice de la nature, c'est ce que montrent les sciences naturelles. Tandis que Babel, c'est véritablement une œuvre des hommes qui s'effondre. Alors après, ils vont écrire dans la Bible que c'est Dieu qui a fait... Non, c'est juste l'ingénierie humaine qui n'était pas suffisante. C'est la bombe atomique, quoi. Oui, c'est-à-dire Babel continue avec la bombe atomique, Babel continue avec la NASA, Babel continue avec la volonté de savoir, la volonté d'aller découvrir l'inconnu, mais aussi avec une forme de présomption matérialiste qui finit toujours par s'autodétruire. Et donc, pour revenir à votre livre, à vos livres, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la préhistoire, le néolithique et le XXIe siècle? Ce qu'il y a de commun, c'est... Il y a quelque chose de commun. Si, il y a des invariants. C'est l'anthropologie. C'est-à-dire, les hommes sont au monde sans savoir pourquoi ils y sont. Les hommes ont besoin d'aimer et d'être aimés sans vraiment savoir ce que c'est que l'amour, et parfois même sans jamais en éprouver véritablement. Les hommes sont engagés dans des relations avec les autres. Leur vie est faite de plus de questions que de réponses. Et ça, c'est invariant. Ce qui m'intéresse, c'est autant l'anthropologie que l'histoire, c'est-à-dire les invariants, l'anthropologie, que les variants, l'histoire. Alors, en écrivant ces livres, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris de l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Alors, de l'histoire de l'humanité, j'ai pas fini d'apprendre, mais je vois qu'il y a des grandes fractures qui se créent assez tôt. Par exemple, la fracture que je vous évoquais entre la ville et la campagne, ou la fracture entre les nomades qui disent la terre n'appartient à personne et le régime de la propriété absolue qu'incarne la ville. C'est des fractures qui sont pour toujours dans l'histoire. Et c'est intéressant de les repérer à chaque moment et d'avoir cette grille de lecture qui peut servir. Ce que j'ai appris sur moi, j'ai eu peur. Peur de quoi? J'ai eu peur que ma foi soit remise en question par cette enquête, parce que je suis obligé de traverser plusieurs façons. Votre foi, votre croyance. Oui. Qu'elle soit... Parce que c'est important pour vous. Oui, c'est important, j'ose le dire, et en traversant comme ça les grandes spiritualités du monde et en essayant de me rendre animiste, par exemple dans le premier tome, je remettais quand même en question ma façon pas de penser mais de croire. Et puis je me suis rendu compte que finalement je rejoignais Bergson, qui disait que au fond, à l'intérieur de toutes les spiritualités, de toutes les religions, il y avait le même cœur, le cœur de feu, c'est-à-dire l'expérience mystique, l'expérience spirituelle du monde et de sa force, et que après il faut trouver des manières de dire, des manières de ritualiser, des manières d'institutionnaliser, et qu'au fond toutes les spiritualités établies ne sont que des manières de dire peut-être la même chose. Et là j'ai pu retrouver le cœur brûlant et à la fois tranquille de ma foi. Alors il y a aussi le cœur brûlant et peut-être tranquille de l'actualité, la crise sanitaire. Intranquille. Et la crise sanitaire, parce que vous avez écrit une partie en tout cas le livre précédent, celui-là, pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'elle rappelle d'autres moments de l'histoire? Est-ce qu'elle vous rappelle d'autres moments de l'histoire de l'humanité? Et puis est-ce que cette crise a modifié votre façon de voir les choses, d'appréhender la vie et le vivre ensemble? Elle a quelque chose d'absolument nouveau, cette crise. C'est que la Terre a rapetissé.
La Terre n'a jamais été aussi petite que depuis cette crise. Avant, un microbe, ça mettait un temps naturel à voyager. Maintenant, ça prend l'avion, un microbe. Ça suit pas la route de la soie, ça arrive tout de suite à Milan. Donc, on voit que finalement, la nature elle-même, c'est-à-dire les microbes, les virus, empruntent le chemin des hommes et vivent à la vitesse des hommes. Donc la nature a changé d'histoire. Donc ça, c'est un élément absolument nouveau. Et puis nous, ça nous apprend justement que nous sommes un village et qu'il va falloir penser maintenant à réagir comme cela, c'est-à-dire ne pas penser qu'une frontière peut suffire à nous protéger. Et d'ailleurs, vous vivez entre la France et la Belgique. Oui, bon, ça c'est une frontière qui est effacée de toute façon déjà. Mais justement, c'est pas les frontières qui vont nous protéger parce que l'activité économique humaine a donné finalement une autre envergure aux virus et aux microbes. Donc, on a changé la nature. Alors, vous parliez tout à l'heure, il y a quelques instants, du déluge. Est-ce que le monde de 2021 ont besoin d'une arche pour échapper quelque part à la haine ambiante ? Non, faut pas s'enfuir. Faut plutôt affronter. Aujourd'hui, moi, je vois clairement une peur de l'inconnu et une peur de la mondialisation et une peur de la globalisation, qui est une peur légitime. Parce qu'évidemment, maintenant, on sait assez de choses pour savoir qu'on s'engage dans quelque chose qui est pas très clair. Qu'est-ce que vous entendez par mondialisation ? C'est-à-dire la mondialisation de la science, de la technique ou l'immigration ? Non, la globalisation, par exemple, économique. Qui fait que les hommes, les marchandises et les virus circulent comme jamais. Et donc cette interconnexion qui fait que ce qui arrive tout d'un coup en Chine nous arrive aussi très rapidement ici. Voilà, donc ça c'est une idée qui effraie, et il y a des gens qui proposent au lieu d'une pensée nouvelle de la Terre, comme la Terre, il y a des gens qui nous proposent des régressions identitaires, qui nous proposent de fermer des frontières, qui nous proposent des solutions totalement irréalistes et sottes. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter, c'est pas la capacité de régresser. Alors, justement, c'est lié à ça. On se souvient de votre pièce, Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc, c'est l'histoire d'un petit Momo, alias Moïse, petit juif de la rue Bleue à Paris, pris sous l'aile d'Ibrahim, un épicier arabe, l'arabe de la rue juive. Le texte a été écrit il y a 22 ans, c'est bien cela ? Oui. 98, 99. Oui, 99, exactement. 99. Oui. Est-ce que cela résonne différemment aujourd'hui en vous ? Malheureusement, oui. C'est-à-dire que à l'époque, je pense que ce texte était plutôt un voyage poétique, et qu'aujourd'hui il a quelque chose de militant parce que les hommes ont régressé. Alors je crois que vous êtes allé à Tunis. Ah, moi j'étais la semaine dernière à Tunis où je l'ai joué au Théâtre National, mais là je voudrais évoquer quelque chose. Et alors la réaction dans la salle, réactions, des pleurs. Ouais. Parce que les Tunisiens et les Tunisiennes m'ont dit cette bienveillance des humains envers les humains sans que les étiquettes fassent des murs, cet esprit d'enfance au fond, cette chaleur humaine, ils disent, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a perdu. Et ils avaient des larmes de nostalgie. Ce texte, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, il a été joué il y a 15 ans en Israël, à Tel Aviv, au théâtre Habima. Il était joué un soir en hébreu, un soir en arabe, parce que les partisans de l'entente entre les communautés voulaient se servir de ce texte pour créer cette entente. Moi, je crois que les histoires suffisent pas à créer de l'entente, mais elles peuvent être des bons porteurs. Ou des catalyseurs. Voilà. Et alors, même si à l'époque, vous ne vous imaginez pas dans quel état serait le monde, aujourd'hui, 22 ans plus tard. Donc c'est quelque part, c'est une souffrance de voir le monde tel qu'il a évolué aujourd'hui. J'ai jamais cru au progrès moral ni au progrès politique. Je crois au progrès de la technologie et je crois au progrès de la science, mais le reste, non. On n'est pas plus intelligent aujourd'hui parce qu'on boit du Coca-Cola. Ça peut empirer d'ailleurs. Hein. Oui, que Platon ou que Kant, pas du tout. Donc j'ai jamais vécu dans cette illusion d'un progrès humain. Je pense que il y a des combats qui sont jamais gagnés. Le combat de la bienveillance, le combat contre la bêtise, le combat contre les intégrismes est un combat qui n'est jamais gagné, qui est toujours à faire. Mais la raison d'être de ce combat n'est pas dans la victoire définitive, elle est dans les valeurs que défend. Alors, justement, parmi les valeurs que vous défendez, votre œuvre, Éric Emmanuel Schmitt, apparaît comme un hymne pour la tolérance. Quelque part, c'est ce qui manque aujourd'hui, non ? Ou je me trompe ?
Oui, parce que c'est dérangeant. C'est de plus en plus inaudible de dire ça. C'est plus facile d'avoir des certitudes que d'être toujours en questionnement et d'être en accueil. Aujourd'hui, vous avez des hommes politiques qui disent des choses aberrantes et qui, au fond, désignent des boucs émissaires. Enfin, c'est vieux comme le monde, hein. Mais ça marche toujours. Et ça marche toujours, et peut-être que des fois, ça empire, hein. À certains moments de l'histoire. Il y a des moments de l'histoire où ça empire. Ça, on l'a vécu au XXe siècle. La désignation de bouc émissaire dans l'Allemagne des années 30 a été l'objet d'un massacre absolu. Le nazisme, la Shoah. Vous vivez, Éric Emmanuel Schmitt, en Belgique. Oui. Vous êtes né à Lyon. Oui. Capitale des Gaules et capitale de la résistance. Oh oui. Il faut le dire. Et quand vous constatez qu'Éric Zemmour, donc qui s'est déclaré candidat cette semaine, même si personne n'en doutait qu'il serait candidat, s'obstine à faire campagne autour de thèmes racistes, anti-musulmans, autour de la théorie du grand remplacement, de la réhabilitation de Pétain, sauveur des Juifs français, de la remise en cause du discours de Veldiv de Jacques Chirac, de la qualité de français des enfants Sandler et Monsonego assassinés par Mera dans l'école juive de Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël, et même de l'innocence du capitaine Dreyfus. Mais qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que je suis en face d'une imposture, c'est-à-dire de quelqu'un qui se prétend historien et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, vous qui êtes intellectuel, oui. C'est un intellectuel, Zemmour ? C'est un polémiste, mais par ailleurs c'est un homme intelligent. Il se trouve que je l'ai rencontré plusieurs fois, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure il est convaincu lui-même par ce qu'il dit, mais moi j'ai l'impression que là il est en train de faire du clientélisme, c'est-à-dire que il dit à certaines personnes ce que ces personnes ont envie d'entendre. Et quand vous dites c'est une imposture, que vous inspire la lecture de Zemmour de l'histoire de France notamment ? Non, mais dans le détail, on peut montrer totalement que c'est faux. Moi, je suis d'accord sur le fait de remettre en question toujours les lectures dominantes. Ça, c'est un réflexe critique qui fait partie du mouvement intellectuel. Mais affirmer, par exemple, que Pétain a fait beaucoup pour les Juifs de France, c'est quand même quelque chose moi que je n'arrive pas à appuyer historiquement. Et alors, sur cette candidature, sur celui qui est devenu maintenant un homme politique? Vous savez, cette candidature, elle va rendre Madame Le Pen totalement normale, clean, propre. Sympathique quelque part. Hein. Sympathique quelque part, parce qu'elle s'est éloignée de tous ces excès-là. Je crois que ça va être le premier effet de cette candidature, parce que je pense pas que ça va aller très loin. Je pense qu'à partir du moment où il va se déclarer... Il s'est déclaré, donc voilà. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il est en train d'inoculer un poison mortel au sein du débat politique et de la société française? Non, il témoigne de ce poison, je veux dire, mais c'est pas lui qui l'a inventé. C'est-à-dire que le problème, c'est les idées simples. Je veux dire, accepter la complexité du réel. C'est un acte intellectuel. Par contre, désigner un bouc émissaire et trouver un responsable, ça, c'est des idées simples. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas penser. Donc ne pas avoir accédé à la complexité, mais avoir quand même l'impression de penser en désignant une solution, ou en tout cas même pas une solution, un coupable. Un coupable, un bouc émissaire. Hein. Voilà. Bon, c'est le principe du nazisme. Hein. Et alors ça veut dire que Zemmour quelque part c'est l'héritier de Pétain et du nazisme? Non, c'est un démagogue. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas une pensée politique, mais qui a des slogans qui peuvent rassembler autour des gens frustrés. Et qui effraient aussi, qui peuvent effrayer. C'est-à-dire, c'est quand même, il prêche la division. Et la haine aussi, non? Bien sûr, il oppose des Français aux Français, et il oppose des hommes à d'autres hommes, des femmes à d'autres femmes, sous des prétextes absolument fallacieux. Or, il me semble que la fonction d'un président, c'est de réunir et de parler à toute une nation. Alors, l'extrême droite est donnée jusqu'à 38% même dans certains sondages. Est-ce que c'est pas aussi à cause du silence, de l'effacement des intellectuels? Alors, il y a un effacement des intellectuels, mais il n'est pas dû aux intellectuels. Il est dû à qui, alors? Il est dû aux médias. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le média préfère le slogan à une pensée, le média préfère le buzz à une réflexion, le média préfère la polémique à un débat.
donc tout s'est abattardi. Je peux vous dire que actuellement il y a des intellectuels de premier niveau dans beaucoup de pays du monde. C'est pas forcément eux qui occupent l'espace public, mais le travail intellectuel il continue à se faire à un haut niveau. Véritablement, alors là vous laissez un espace à vos invités, mais les médias sont pour moi grandement responsables. C'est devenu des réseaux sociaux. Mais d'abord, le journaliste, aujourd'hui, passe pour un intellectuel, alors que c'est un journaliste, c'est autre chose. Ouais. Et c'est tout à fait respectable, mais c'est autre chose. Et alors, 2-3 dernières questions avant de conclure. Qu'est-ce que le Casemur et ce niveau de l'extrême droite disent de l'état de la France, de l'état de la société française, et peut-être aussi de la nature du débat politique? Non, mais pour moi, aujourd'hui n'est pas pire. Peut-être on peut élargir à l'Europe, puisque vous vivez aussi en Belgique. Oui, mais aujourd'hui n'est pas pire qu'hier, etc., etc. Il y a toujours eu ces tensions dans la société. Mais moi, j'ai peur de l'enfumage. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des problèmes réels. Il y a des gens qui n'arrivent pas à finir le mois alors qu'ils travaillent. Ça me paraît quelque chose de réel à traiter. Indiquer l'immigré ou le musulman comme la cause de ces difficultés, je veux dire, on est carrément dans la pensée magique. Et au fond, ça ne sert pas ceux qui auraient véritablement besoin d'une politique, donc ça me révolte. Alors, dernière question, Eric Emmanuel-Schmitt, dans ce contexte, l'entrée, c'était mardi, de Joséphine Baker au Panthéon. Je suppose que vous pensez que c'est un symbole salutaire, une belle image de la France. Je suis fou de joie. Pourquoi? Expliquez. D'abord, j'ai toujours adoré Joséphine Baker, parce qu'elle voulait toujours qu'on dise son nom à la française. J'ai toujours adoré Joséphine Baker. Dans ma maison, quand j'étais petit, on avait ces chansons. Moi, j'ai toujours joué au piano, j'ai 2 amours. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'elle était noire. Ça a d'abord été une voix joyeuse, sensuelle, qui faisait partie de mon monde. Après, j'ai découvert l'histoire de cette femme qui était partie pour être une pauvresse et une victime toute sa vie et qui est arrivée à sortir la tête de l'eau et qui s'est après battue pour que les autres sortent aussi la tête de l'eau. Donc c'est une grande femme extraordinaire. Une vraie Française. Une vraie Française. Et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est une militante, pas une intellectuelle du tout, mais une militante au service des bonnes causes, mais sans prendre la pose de la militante. Elle était joyeuse. Dès qu'on l'entend, on frémit, on a le cœur qui bat, il y a de la sensualité aussi. C'est-à-dire, elle a jamais abdiqué de sa joie et de sa féminité pour défendre des causes. Merci, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette émission. Et avant de conclure, je rappelle que votre livre, La Porte du Ciel, le second tome de la traversée des temps, est publié chez Albin Michel. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci.